Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une analyse critique du validisme et du darwinisme social à l'ère du coronavirus. Et pour en parler, nous sommes avec Benoît, qui est auteur sur ce sujet de 2 articles, notamment donc un qui est paru dans le journal montpelliérain Le Point et qui est spécifiquement consacré à la question du validisme, du darwinisme social et du coronavirus. Et puis un deuxième article qui est paru sur son blog et qui paraîtra dans une version modifiée et augmentée dans un livre à paraître en 2021, qui est plus généralement sur la question du validisme. Donc bonjour Benoît. Bonjour. Alors donc, on t'invite aujourd'hui parce qu'il nous semble, notamment, voilà, à l'ère du coronavirus, très important de parler du validisme et du darwinisme social, et d'autant plus que tu le fais dans une approche qui nous a semblé particulièrement intéressante, puisque tu essayes d'analyser le validisme, évidemment comme une oppression spécifique vécues par les personnes qui sont invalidées socialement, qui sont considérées par la société comme handicapées et qui sont discriminées comme telles. Mais tu vas au-delà de ce validisme au sens strict, donc de la domination des valides sur les dits invalides, en pointant également le fait que on retrouve d'une certaine manière un validisme au sens large, dans un sens un peu plus souple, dans toutes les formes de domination. Donc tu parles d'un validisme patriarcal, d'un validisme raciste. Et puis, à un niveau encore au-dessus, tu expliques que finalement la logique même de la société capitaliste est dans une certaine mesure tendanciellement celle du darwinisme social. On connaît voilà la théorie du darwinisme social formulée à partir de Spencer et Galton dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire une apologie du triomphe des plus forts sur les plus faibles, l'élimination des plus faibles, qui est une forme de biologisation du social et qui promeut activement l'élimination des plus faibles et l'élimination en particulier de ceux dont la vie finalement aurait une valeur inférieure et qui sont fréquemment donc d'une part évidemment les invalides. On se souvient évidemment sous le nazisme de l'élimination des handicapés lors du programme T4. Et puis, d'autre part, tous ceux dont la vie dans le capitalisme semble avoir une valeur inférieure. Donc, est-ce que tu pourrais revenir, Benoît, un petit peu sur ces 3 formes, donc le validisme au sens strict, le validisme au sens large et le darwinisme social, en donner une définition un petit peu générale, et puis faire le lien ensuite dans un deuxième temps avec le coronavirus, puisque le coronavirus révèle le caractère particulièrement validiste, au sens restreint et au sens large, et plus généralement le caractère darwiniste social de la société capitaliste contemporaine. Oui, effectivement, la question du validisme, moi, elle m'intéresse depuis plusieurs années parce que je suis concerné par le handicap déjà et déjà en tant que militant aussi, j'essaye de monter
dans mon organisation communiste libertaire une commission anti-validiste. Donc c'est déjà une question militante, moi, qui me préoccupe à la base. Voilà, en tant que personne aussi concernée par la question du handicap. Et sur le plan de la théorie critique aussi, du coup, comme tu l'as dit, au sens restreint, le validisme, c'est l'oppression que subissent les personnes en situation de handicap, donc psychique ou physique, visible ou invisible, donc et qui va effectivement se fonder sur une distinction entre valide et non valide. Et dans un premier temps, ce principe de distinction et de sélection, il peut être lié génériquement à une société productiviste qui distingue aussi des individus, par exemple, productifs ou exploitables, d'individus inexploitables, inutiles, parce que, par exemple, ils auraient un déficit de rationalité, un déficit de compétences ou un déficit physique. Donc déjà, dans un premier temps, de façon assez générique, le validisme, il peut être lié à une société productiviste et donc capitaliste, au sens où cette société va aussi s'opérer à partir d'une discrimination entre l'exploitable et l'inexploitable, l'individu ayant certaines capacités standards et un autre individu n'ayant pas ces capacités standards. Donc ça, c'est un premier point, et c'est en ce sens qu'on peut avoir une analyse matérialiste du validisme au sens restreint, c'est-à-dire de l'oppression que subissent les personnes en situation de handicap physique ou psychique. Ensuite, en ce qui concerne le validisme au sens plus large, il ne s'agit pas simplement d'une analogie. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de dire que, par exemple, les personnes qui ont été colonisées, par exemple, seraient invalidées, ou encore que les femmes ou les personnes homosexuelles ou transgenres seraient invalidées par une norme sociale. Mais si on s'intéresse, par exemple, à l'histoire de la psychiatrie, on se rend compte que ces personnes ont pu subir une oppression validiste, même au sens restreint. Il y a une psychiatrie coloniale, par exemple, qui déterminait au XIXe siècle certaines catégories psychiatriques pour invalider, par exemple, les esclaves coloniaux en déterminant, par exemple, une incapacité au travail. Et donc aussi un déficit de compétences et parfois même de rationalité. Il y a aussi l'histoire de la psychanalyse montre une hystérisation des femmes, qui était une façon d'assigner les femmes en fait à une forme de déviance dont elles seraient responsables et donc de pathologiser en fait parfois des comportements subversifs ou juste un souci d'émancipation. Hystérisation qui s'est transmutée dans certaines catégories psychiatriques contemporaines. Et ça a été montré par Jennifer Reimer, dont je conseille la lecture, à travers par exemple la catégorie de troubles de la personnalité borderline, qui est une catégorie psychiatrique contemporaine qui va assigner les femmes dites subversives à la pathologie, et parfois aussi assigner les femmes qui ont subi des agressions sexuelles à la pathologie responsabilisante et individualisante. On a aussi une pathologisation des personnes transgenres, et donc on a aussi un validisme transphobe, et le réseau pour la dépathologisation trans en 2013 s'est opposé à ce que le DSM numéro 5, le manuel diagnostic de psychiatrie, intègre la transidentité dans ce manuel. On a aussi une pathologisation latente des personnes homosexuelles, et c'était déjà le cas dans la psychanalyse. On a aussi, enfin, une forme de violence scolaire qui assigne certains individus parfois à l'arriération mentale. Et cette violence scolaire, qui a pu être fondée par exemple sur le calcul de l'âge mental des Binet en 1905, va en fait être une forme de validisme qui peut justifier aussi ensuite des inégalités sociales. Donc en fait, le validisme au sens large, c'est tout simplement une interprétation spécifique de certaines oppressions qui ne prétend pas élucider exhaustivement ces oppressions, mais qui est une entrée en fait particulière et spéciale sur ces oppressions. Donc en fait, le validisme au sens large, c'est voir comment le validisme au sens restreint va pouvoir toucher divers systèmes d'exploitation et d'oppression. Ensuite, en ce qui concerne le darwinisme social, c'est une question qui est liée mais qui est aussi différente. C'est-à-dire que le darwinisme social, comme tu l'as dit, c'est un système en fait d'application de la sélection naturelle pensée par Darwin à la société. C'est-à-dire que la société devrait être régulée uniquement par le conflit
et par la lutte pour la survie, et les individus les plus faibles périront à travers ce conflit. Donc c'est pas Darwin qui a pensé ça, c'est Spencer, qui est un pseudo-scientifique anglais du 19e siècle. Darwin lui-même s'est opposé à ce genre d'idéologie dans la filiation de l'homme en 1871, en rappelant que la sociabilité et l'empathie auraient été sélectionnées dans l'évolution de l'espèce humaine. Donc c'est Spencer, c'est le darwinisme social, c'est pas Darwin. C'est un terme qui a été pour la première fois utilisé par l'anarchiste Émile Gautier en 1880 pour critiquer en fait les idéologies de type spenceriste. C'est un terme que ne revendiquent jamais les idéologues eux-mêmes darwinistes sociaux, parce que c'est un terme d'abord critique, et c'est un terme, voilà, qui peut être d'abord libéral, c'est une forme de laisser-faire, radical, c'est-à-dire où on décide que le conflit et la lutte, par exemple économique, s'appliquent dans la société sans qu'on aide les malades, sans qu'il y ait de protection sociale. On remet aussi en cause même les pratiques de charité, les pratiques d'aide aux faibles, etc. Donc c'est un laisser-faire sous sa forme libérale, et chez Spencer, c'est ça. Ça peut avoir une dimension raciste également, au sens où on peut imaginer aussi dans le cadre darwiniste social une lutte entre les races, et ça peut être une forme de légitimation du colonialisme ou du néocolonialisme. Et c'est aussi le darwinisme social, une idéologie qui peut avoir des prolongements eugénistes, donc galtonistes, et aussi malthusiens. Donc voilà, c'est une idéologie globale, et c'est une idéologie de tri sélectif qui peut être liée à une forme de laisser-faire, mais dans le pire des cas, on n'a pas forcément uniquement un laisser-faire. On peut avoir une version forte et vraiment eugéniste du darwinisme social, comme dans le nazisme, on va intervenir pour éliminer directement les dits plus faibles, les invalides. Et c'est par exemple le cas de l'action T4 opérée par les nazis. C'était une opération d'extermination de 70 000 à 80 000 personnes en situation de handicap. Et là, on n'a pas un pur laisser-faire, on a carrément un interventionnisme pour supprimer directement les dits inadaptés. On a aussi les pratiques de stérilisation contrainte, qui sont plus du côté interventionniste, qui ont pu cette fois-ci toucher d'abord des personnes en situation de handicap, mais aussi aux États-Unis, entre 1900 et 1970, on voit qu'il y a eu 64 000 personnes qui ont été stérilisées de façon contrainte, et ça concernait non simplement les personnes en situation de handicap, mais aussi parfois les pauvres, parfois les jeunes vagabonds, les précaires, ça pouvait concerner aussi les Amérindiens et les Amérindiennes. Donc du coup, on voit aussi à travers l'histoire des stérilisations contraintes, par exemple aux États-Unis, le caractère multidimensionnel et large du darwinisme social et donc aussi du validisme dont je parlais tout à l'heure. Donc le darwinisme social et ses diverses applications montrent en fait que le validisme au sens restreint rejoint finalement le validisme au sens large. Ensuite, en ce qui concerne la crise sanitaire actuelle, effectivement, il faut la penser de façon extrêmement spécifique et ne pas opérer des confusions. On n'a pas affaire aujourd'hui à des politiques d'État qui sont officiellement darwinistes sociales. Depuis l'horreur nazie, il est évident qu'il est devenu absolument impossible d'assumer ça publiquement. Donc il faut vraiment faire la distinction, et c'est hyper important, pour par exemple ne pas minimiser l'horreur de l'extermination. Il faut faire la distinction vraiment entre les politiques darwinistes sociales qui ont été interventionnistes et une forme de laisser-faire qui débouche aussi sur un tri sélectif, mais qui n'est pas forcément assumé politiquement et officiellement. Ce que tu as rappelé me paraît vraiment important à évoquer et à clarifier, parce que finalement, ce que tu expliques sur ce validisme au sens large, c'est que finalement, la pathologisation de l'opprimé est une des composantes de toutes les formes d'oppression sociale. Que ce soit de classe, au 19e siècle, il y avait toute une théorie sur l'infériorité mentale et physique même de la race des travailleurs, comme on disait à l'époque. Évidemment, cette infériorisation mentale et physique, on la retrouve également dans l'idéologie raciste et coloniale, et on la retrouve également dans la pensée patriarcale du 19e siècle. Évidemment, aujourd'hui, on la retrouve sous des formes très atténuées, mais malgré tout, on la retrouve. Encore dans les années 1990, aux États-Unis, il y avait un best-seller qui prétendait expliquer les inégalités raciales aux États-Unis par l'infériorité mentale des Noirs. Donc on voit
à quel point est-ce que ces représentations validistes au sens large, elles demeurent également dans le fait que les femmes seraient moins rationnelles, donc moins capables de faire des mathématiques, et également dans une légitimation des inégalités scolaires, à la manière un peu du darwinisme social, en disant que finalement, si il y a une reproduction sociale à travers l'institution scolaire, c'est tout simplement parce que les pauvres sont plus bêtes. Et donc, on voit bien en quoi est-ce que cette pathologisation, cette infériorisation physique et mentale, certes, qui ne va pas jusqu'à les considérer comme totalement invalides, comme totalement handicapés, mais comme partiellement handicapés, comme partiellement invalides, on la retrouve constitutivement dans chaque forme d'oppression sociale. Et ça, je pense que c'est vraiment un des grands apports de ta théorie. Et finalement, si on fait le lien avec le darwinisme social à l'ère du coronavirus, on voit que ces catégories qui sont opprimées et qui sont en partie pathologisées, eh bien, elles sont également des catégories sacrifiables. Alors, c'est un thème qu'on retrouve par exemple dans la pensée antiraciste aux États-Unis sous la forme de l'afropessimisme. C'est l'idée que les Noirs ne seraient pas simplement surexploités, mais également des individus particulièrement sacrifiables. D'où le fait qu'ils se font fréquemment assassiner par la police. Et on retrouve, à l'ère du coronavirus, également une forme de sacrificialité différenciée par l'État, par ce que Foucault appelait le biopouvoir. C'est-à-dire que certaines catégories sociales sont vouées à être plus sacrifiées que d'autres par le jeu du coronavirus. Mais évidemment, pas simplement par le fait que le coronavirus toucherait naturellement, entre guillemets, plus certaines catégories de la population, même si évidemment, il y a une certaine corrélation entre le niveau de confort matériel, d'une part, et la vulnérabilité et l'immunité, d'autre part, mais aussi parce que la politique de tous les États capitalistes, c'est qu'une partie de la population, on la confine, parce qu'elle peut télétravailler, et donc ça, c'est les cadres, en fait. C'est la classe d'encadrement, c'est évidemment la classe capitaliste. Et puis, il y a une autre classe qui, elle, est sacrifiée, même lorsqu'elle ne remplit pas des fonctions essentielles, comme par exemple dans le cas du bâtiment en France. Et il faut évidemment nuancer, puisque dans le secteur hospitalier, il y a également des membres de la classe d'encadrement qui sont en première ligne face au coronavirus. Mais globalement, dans tous les autres secteurs, c'est globalement une logique de classe qui est opérée. C'est le fait également qu'il y a certains individus dans les hôpitaux qui vont être sacrifiés préférentiellement, et ce sont les personnes les plus âgées, évidemment, mais au-delà de ça, on se doute qu'il y a également d'autres biais sociaux qui interviennent dans la logique de qui sauver et de qui laisser mourir, et on sait très bien que ce sont les catégories de population les plus opprimées, les plus discriminées, qui, en cas de choix à faire, seront systématiquement sacrifiées. Donc est-ce que tu peux revenir un petit peu, surtout la dimension voilà, de darwinisme social à l'ère du coronavirus, et cette espèce de biopouvoir. Foucault disait ce qui change au 19e siècle, c'est qu'il y a un intérêt pour la population. L'État chercherait à faire croître la population et non plus simplement à éliminer tel ou tel individu pour manifester sa souveraineté. Mais en réalité, c'est un biopouvoir extrêmement différencié, puisque certaines catégories de population méritent de croître et d'autres peuvent être sacrifiées, soit activement, soit passivement. Alors activement, évidemment, c'est les stérilisations forcées dont tu as parlé, et puis passivement, ça peut être en cas d'épidémie, comme maintenant, elles peuvent mourir. Je pense qu'on n'est pas obligé d'utiliser la notion foucaldienne de biopouvoir pour penser ça, d'autant plus que la critique foucaldienne du capitalisme est pas toujours assez précise, je trouve. Mais on peut déjà s'intéresser au fait que, et ça Marx aussi le montre, la valeur économique repose sur la possibilité de réduire l'activité à une force de travail et à une énergie indifférenciée. Et déjà là, il y a l'idée de réduction en fait et de réification des individus par exemple au travail qui est induite et qui est plus porteuse, je pense, pour penser aussi les différentes formes de réification naturalisante du capitalisme. Sur la question du darwinisme social, aujourd'hui, moi, ce qui m'a le plus marqué, ça a été les discours récents de Boris Johnson, qui est Premier ministre du Royaume-Uni, de Mark Rutte, qui est Premier ministre des Pays-Bas, et aussi de Blanquer, qui est ministre français
de l'Éducation nationale, qui au départ imaginait la stratégie de l'immunité collective. C'est-à-dire qu'ils imaginaient que 50 à 70% de la population devrait être touchée par le Covid-19 jusqu'à créer donc du coup une immunité de groupe contre le virus. L'OMS s'est opposée en fait à ces stratégies. Elle a dit que c'était extrêmement dangereux. Et on a vu par exemple que si on appliquait de telles stratégies par exemple au Royaume-Uni, il y aurait peut-être jusqu'à 500 000 morts. Si on l'appliquait aux États-Unis, il y aurait peut-être 1,2 million de morts. C'est des chiffres qui décrivent un désastre absolu. Et précisément, cette maladie, elle touche beaucoup les personnes qui ont un certain âge ou les personnes qui sont fragiles, qui ont des maladies chroniques, qui sont immunodéprimées. Et on imagine qu'un tel sacrifice, du coup, a une dimension agiste évidente et une dimension validiste évidente. Et donc du coup, y a quelque chose d'extrêmement effrayant. Un expert aux États-Unis récemment disait que les personnes âgées pouvaient supporter ce sacrifice pour au moins sauver l'économie nationale. Donc du coup, là, on avait presque officiellement des discours darwinistes sociaux qui étaient assumés. Donc ça, c'est le premier point. Et bien entendu, suite aux condamnations diverses des experts internationaux relatifs aux pandémies, on a plus ou moins abandonné cette stratégie d'immunité collective, mais le simple fait qu'on ait pu imaginer la mettre en place montre la violence du darwinisme social, même à l'ère dite du capitalisme néolibéral. Donc du coup, c'est le premier point et c'est, je trouve, le point le plus marquant. Après, il ne faut pas nier le fait qu'effectivement, des personnes jeunes et en bonne santé peuvent aujourd'hui mourir, bien sûr, de ce virus. Mais en grande majorité, les personnes qui en souffrent le plus ont effectivement un certain âge et sont des personnes fragilisées. Et donc, c'est aussi la logique statistique qui prévaut de ce point de vue technocratique, une logique qui ne prend même plus en compte les individus dans leur singularité, mais qui est comptable et qui est une gestion des masses de plus en plus déshumanisante et déshumanisée. Dans un deuxième temps, tu as parlé de laisser vivre ou laisser mourir, et ça c'est, je pense, une logique qui est plus liée en fait à une situation qui dépasse, je pense, les technocrates eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la casse de l'hôpital public depuis plusieurs années liée à l'austérité politique, et c'est une réalité. On parle beaucoup du nombre de lits qui a drastiquement diminué dans différents pays occidentaux. Cette austérité, déjà, elle est liée, en temps de crise, à la logique fonctionnelle de l'État capitaliste qui ne fait que gérer l'économie capitaliste. On se retrouve en temps de crise sanitaire à devoir faire des tris sélectifs qui sont de type darwinistes sociaux. Et c'est ce dont tu parlais. Et donc, c'est déjà le cas en Italie depuis plusieurs jours, où les médecins sont traumatisés, et le personnel soignant aussi est traumatisé de devoir laisser mourir, par exemple, des personnes plus âgées, et de laisser vivre, du coup, des personnes plus jeunes, parce qu'ils n'ont pas les moyens infrastructurels pour soigner tout le monde. Et c'est déjà le cas, ça, cette médecine de guerre à Mulhouse, et on a déjà les témoignages à Mulhouse, épicentre de l'épidémie, d'une médecine de guerre qui doit assumer un darwinisme social de fait. Et ici, effectivement, c'est pas un darwinisme social interventionniste. C'est plutôt un darwinisme social qui devient presque une nécessité objective liée en fait à un manque infrastructurel qui dérive de la casse de l'hôpital public. Donc finalement, voilà, en temps de crise sanitaire, on assiste à ça, et on peut montrer ainsi que à l'ère de la casse de l'hôpital public, on doit faire ce genre de choix darwinistes sociaux, et ça touchera pas simplement d'ailleurs l'agisme, mais on peut citer par exemple, en ce qui concerne la psychiatrie, la crainte d'un soignant qui disait, en ce qui concerne les personnes psychiatrisées, il disait qu'on risque de voir une médecine à deux niveaux apparaître, une pour les psychiatrisés et une pour les non psychiatrisés. Et le 22 mars, il disait, mes pires craintes, c'est le tri des patients, qu'on nous dise non, on ne les prend plus. Donc il imagine que des patients psychiatrisés seraient atteints du Covid-19. Nous n'avons aucun lit de réanimation. Les malades mentaux, comme on dit, passeront en dernier. Entre une personne saine d'esprit et un fou, vous prenez qui? Et il ajoute, à mon avis, il y aura beaucoup de morts en psychiatrie. Donc ça, c'est quelque chose qui, une fois encore, montre ce principe de tri sélectif qui est au moins une potentialité aujourd'hui, et j'espère
que l'avenir fera mentir cette personne, mais ces craintes en tout cas existent. Et ça fait d'ailleurs bien longtemps en fait que le secteur de l'hôpital psychiatrique souffre d'un délabrement, outre le fait que la psychiatrie est déjà souvent maltraitante pour les patients. L'hôpital public en tout cas pratique régulièrement des chambres d'isolement, des camisoles chimiques, voilà, et le soin n'est pas toujours multidimensionnel, mais le délabrement et la casse de l'hôpital psychiatrique n'a fait que, en fait, aggraver ce délabrement, parfois contre la volonté même du personnel infirmier. Et donc, du coup, on a un autre principe de tri sélectif qui est particulièrement effrayant. Et on peut imaginer qu'ensuite, sur la logique du laisser vivre ou du laisser mourir, d'autres critères sociaux pourraient être définis. Le critère qui distingue à chaque fois les personnes potentiellement productives ou exploitables des personnes inexploitables ou improductives. Donc voilà, ça me paraît intéressant et effrayant en même temps de le montrer, mais que c'est un révélateur à la fois de quelque chose qui existe en fait depuis bien longtemps, non pas simplement d'ailleurs dans le capitalisme néolibéral, mais de façon plus générale dans le capitalisme, dans un cadre où l'État dérive de l'économie capitaliste, et donc dans un cadre où en fait le soin n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour réinsérer aussi les individus dans une économie productive. Donc il ne faut pas en rester simplement à la critique du néolibéralisme qui est certes nécessaire, mais il faut aussi plus généralement cibler l'État capitaliste qui structurellement garantit un soin qui n'est même plus une fin en soi, mais qui est simplement un moyen au profit de l'économie. Donc, cette barbarisation-là, aujourd'hui, elle donne ça en temps de crise sanitaire. Tu évoquais également la question du confinement. Je ne suis pas vraiment d'accord. Il y a des confinements de luxe et des confinements précaires. Et il y a même de la surexploitation en confinement. Il y a des travailleurs chinois qui disaient que pendant le confinement, dans le télétravail, ils étaient passés de 996 à 007, c'est-à-dire de 9h à 9h par jour de travail 6 jours sur 7, à minuit jusqu'à minuit, 7 jours sur 7, parce qu'ils étaient surpressurisés en permanence via les outils numériques par leur direction. Et donc du coup, il y a, je pense, un confinement qui peut justifier, par exemple en Chine, des formes de surexploitation. Il y a aussi des confinements très précaires, des confinements de personnes précaires, sans emploi ou qui sont en RSA, qui sont pas forcément choisis, dans des conditions pas forcément idéales. Donc cette distinction entre le confinement et les personnes qui sortent pour travailler, elle est importante, mais je pense qu'il faut aussi faire une distinction entre des confinements de luxe, effectivement tu parlais des cadres, etc., et des confinements précaires ou encore des confinements de surexploitation. Mais sinon, sur l'idée, effectivement, on voit aussi que les personnes qui n'ont pas le moyen de faire du télétravail vont être, aujourd'hui on dit beaucoup, en première ligne, et que ces personnes, effectivement, elles montrent par le fait un principe de sélection. Et tu excluais de ce principe de sélection les médecins eux-mêmes, et je pense que c'est effectivement difficile de généraliser dans l'absolu à partir de la distinction intérieure-extérieure, une différence sociale, mais ça a quand même beaucoup de vrai, ce que tu disais, quand on voit que beaucoup de personnes dans le secteur du soin, infirmiers ou aides-soignantes, dans des salariés de l'industrie, des magasins d'alimentation, du secteur du nettoyage, de la livraison, de la poste, des transports, de l'aide à la personne, des gens qui en fait bâtissent, nourrissent, qui transforment le monde matériellement, qui effectivement sont aujourd'hui plus vulnérables parce que ces personnes doivent sortir pour aller travailler. Ça, effectivement, c'est une division qui s'impose par le fait et qui montre aussi peut-être un principe de sélection presque de type darwiniste social au sens large cette fois-ci, et surtout insister sur le fait qu'il y a aussi une dimension de genre hyper importante dans cette surexposition de ces personnes à l'extérieur, dans la mesure où de nombreuses femmes vont être concernées, les infirmières, les aides-soignantes, les caissières, les femmes de ménage, les aides à domicile, qui sont à 80-90% qui occupent ces métiers. C'est sûrement vrai ce que tu disais sur cette question de l'exploitation, mais peut-être que la généralisation intérieure-extérieure, elle reste à nuancer. Il y a toujours des cas particuliers. Et on peut penser aussi les confinements violents, une forme de barbarisation des violences familiales et conjugales.
On voit que depuis le début du confinement, elles ont augmenté de 36%. Pour finir, le plus important, tu parlais d'une approche de classe. Je pense qu'il y a aussi à prendre en compte les personnes qui sont tout simplement exclues du monde du travail, ou bien les personnes qui sont jugées superflues pour l'économie productive, qui aussi souffrent de la crise sanitaire actuelle. C'est là-dessus aussi que l'approche de classe au sens restreint me paraît limitée. Si la classe, c'est uniquement la classe des travailleurs, c'est qu'il y a aussi les personnes qui tout simplement sont exclues de l'économie productive, qui vont être totalement invalidées, et de façon encore plus barbare, dans la crise sanitaire actuelle. C'est la question des migrants, des prisonniers, des personnes qui sont dans des squats, des personnes qui vivent aussi à la rue, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et le darwinisme social a toujours été du côté de presque de l'élimination de ces individus. Et je pense que de ce fait, il ne faut pas simplement parler en termes d'approche de classe au sens restreint, mais voir qu'aujourd'hui, la barbarisation de ce darwinisme social, elle touche aussi ces personnes qui sont les plus fragilisées cette fois-ci socialement, qui d'ailleurs aussi sont souvent pathologisées par ailleurs. Oui, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Simplement pour préciser, donc évidemment, le fait de dire qu'il y avait une surexposition des prolétaires vis-à-vis du coronavirus, du fait qu'ils ne peuvent pas recourir au télétravail, ça n'empêchait pas de dire que, par ailleurs, parmi les gens qui sont confinés, il y a évidemment des inégalités très fortes, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Et ces inégalités de confinement, de conditions de confinement, évidemment, vont également avec une surexposition. Parce qu'évidemment, si on est 1 par logement, on n'a pas le même risque que si on est 5 par logement, parce que même s'il y a une personne qui travaille seulement, ou même s'il n'y a pas de personne qui travaille, à la limite, il y a beaucoup plus de risques, évidemment, d'avoir le virus. Et puis évidemment, plus on est dans des environnements pas confortables, etc., plus on a de risques d'attraper le coronavirus d'une part, et puis éventuellement d'en souffrir. D'autre part, évidemment, l'analyse de classe que je développais, elle ne doit pas s'entendre simplement dans la classe des travailleurs, mais également dans ce que dans le marxisme on a parfois appelé, et d'ailleurs de manière souvent très péjorative, le lumpen prolétariat. Vaudrait mieux dire, c'est-à-dire en fait ce sont des prolétaires, mais simplement c'est des prolétaires qui sont soit pas employés dans l'économie formelle. Et eux, effectivement, elles et eux, sont particulièrement touchés, encore plus que les prolétaires ayant un travail. Tu as cité évidemment les prisonniers qui sont une des principales populations victimes du coronavirus jusqu'à aujourd'hui à l'échelle mondiale, ce qui d'ailleurs entraîne pas mal de révoltes dans les prisons en France, en Italie, aux États-Unis, etc. Et puis également les sans domicile fixe, les personnes sans abri, qui également sont très vulnérables face au coronavirus. Et on sait très bien effectivement que ces populations-là, s'il faut arbitrer avec d'autres, seraient sacrifiées. Pour finir, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, il faut critiquer pas simplement les dirigeants actuels, mais plus généralement la gouvernementalité capitaliste, pour encore utiliser un mot de Foucault, même si je sais très bien que effectivement Foucault, pour le coup, avait une critique extrêmement limitée du capitalisme, mais disons une gestion de crise qui est typiquement capitaliste. Alors évidemment, ça se fait dans une certaine forme parce qu'on est à l'époque du néolibéralisme, ça se serait fait d'une autre manière à l'époque du keynésianisme, selon d'autres logiques, mais globalement, ces logiques de gouvernement de crise dans le capitalisme, elles poussent les dirigeants, alors évidemment pas de manière absolue, parce qu'il faut quand même leur laisser une part de responsabilité, évidemment, de ne pas les exonérer complètement, mais disons, elles les poussent fortement, sous contrainte du capitalisme, à adopter une stratégie qui va faire en sorte que la crise va impacter le moins possible l'économie. Et en l'occurrence, dans le cas du coronavirus, ça veut dire un confinement tardif. On a vu dans tous les pays, les mesures de confinement sont arrivées trop tard. Et en fait, on peut même hypothéquer qu'elles sont arrivées au moment où l'épidémie commençait à devenir suffisamment grave pour que les gouvernants disent « Bon, là, effectivement, on va arriver à saturation au niveau des lits avec assistance respiratoire. On va arriver à saturation du système hospitalier. Donc là, il faut effectivement mettre une partie de la population en confinement. » Mais avant,
il n'y a pas eu de logique de prévention. Il y a une logique de prévention uniquement à partir du moment où on sait que le système de santé va être saturé. Et donc évidemment, c'est une logique purement capitaliste. Voilà, on essaye de faire en sorte que l'économie fonctionne à plein régime le plus longtemps possible. Et puis, c'est un confinement aussi partiel, ça on a déjà insisté là-dessus, mais on va faire en sorte que les gens bossent au maximum, que ce soit à l'extérieur ou en télétravail. Tu as bien raison de rappeler qu'il y a eu aussi une exploitation dans le télétravail. Il ne s'agit pas évidemment de dire que tous les gens qui sont en télétravail échappent à l'exploitation. Finalement, ce qui lie les confinés et les gens non confinés, c'est le fait que l'économie capitaliste cherche à continuer de les exploiter le plus longtemps possible et le plus possible, malgré les conditions de crise. Et donc globalement, la politique de gestion de la crise sanitaire par les gouvernements capitalistes du monde entier obéissent non pas évidemment à des considérations qu'il faut sauver le plus de gens possible, sinon le confinement serait total et il aurait été mis en place dès les premiers cas dans chaque pays, mais obéissent à une logique de maximisation de la croissance de l'économie en tenant compte des capacités du système de soins, sachant que ce système de soins, on ne va pas en augmenter les moyens pour des raisons de rationalité capitaliste. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le capitalisme, par sa logique même, pousse à une forme de darwinisme social en temps de crise, non pas, comme tu l'as dit, par une espèce de machiavélisme ou de décision consciente et cruelle, comme c'est le cas par exemple de l'action T4 des nazis, mais par une logique de priorité à la croissance du capital. Et tant pis pour les gens qui seront sacrifiés par cette logique d'optimisation, tempérée simplement par le fait que, évidemment, le capitalisme a besoin d'une partie de la population assez importante pour fonctionner. Et aussi, il ne peut pas sacrifier non plus, alors ça dépend des pays, une partie trop importante de la population, sinon ça impliquerait évidemment une crise de légitimité et d'hégémonie politique très importante. Mais disons que, en tenant compte de ces facteurs limitatifs qui font que, évidemment, le gouvernement ne peut pas complètement faire abstraction de la crise sanitaire, il va quand même chercher à maximiser la croissance économique. Oui, sur cette soumission de l'État à l'enjeu de la croissance, on le constate déjà sur les technocrates qui ont pensé l'immunité collective, que ce soit Boris Johnson, par exemple, quand il parlait d'immunité collective, voulait pas sacrifier aussi la santé de l'économie. On parle de santé des marchés, de santé de l'économie, c'est aussi une notion qui en dit long. Du coup, on sacrifie peut-être la santé globale des individus au profit de la santé économique. Et dans cette santé économique, il y a quelque chose de très morbide qui relève de la négation des vies individuelles et de leur singularité. Idem pour Blanquer, qui a pensé aussi cette immunité collective au départ, et qui était très attentif à la continuité de l'État, et qui tenait jusqu'au bout à ce que les professeurs, les enseignants et enseignantes, par exemple, se rendent à leur travail, même dans un temps où il s'agissait de confiner un maximum la population. Donc continuité de l'État, continuité de l'économie, ça a été des arguments qui étaient brandis au départ par les gens qui parlaient d'immunité collective. Et aux États-Unis, ça se manifeste de façon encore plus claire. Il y a même des idéologues qui l'assument complètement. Donc sur cette question-là, cette impossibilité entre choisir entre la santé économique, entre guillemets, et la santé des individus, c'est structurel aussi au capitalisme. Sur la question de la responsabilité, effectivement, ça devient presque une nécessité fonctionnelle, l'austérité politique en temps de crise économique. Mais on peut dialectiser aussi la relation. C'est-à-dire que il y a 3 mois, le personnel soignant manifestait et ils se sont fait tabasser par les flics. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup ces images pour montrer la totale dissonance cognitive de Macron quand il parle 3 mois plus tard de héros en blouse blanche. Et il reste encore des choix politiques, malgré cette soumission à l'économie, qui sont clairs, qui sont dans une direction autoritariste, et qui vont aussi dans la direction de armer la police et d'investir massivement pour armer la police, dans le même temps où on casse l'hôpital public. Mais ça, c'est aussi à prendre avec des pincettes peut-être, parce que je donne peut-être un exemple marquant, même dans le cadre d'un État capitaliste keynésien,
la psychiatrie pourra rester maltraitante. Et c'est pas parce que, en fait, on investit plus largement dans ce qu'on appelle les services publics qu'on va abolir immédiatement le rapport de dérivation de l'État à l'économie capitaliste. Et le problème, c'est pas forcément l'alternative keynésianisme versus néolibéralisme, c'est le rapport de dérivation de l'État à l'économie. Et même dans un système keynésien, le système scolaire peut continuer à produire des violences symboliques. Le système hospitalier psychiatrique peut continuer à produire des violences validistes. Donc moi ce que je vois aujourd'hui, c'est le risque de défendre un nouveau plan Roosevelt qui consisterait pas dans le dépassement du capitalisme, mais plutôt dans une nouvelle mode de régulation qui n'exclurait pas d'ailleurs forcément l'autoritarisme. Le néolibéralisme, effectivement, à travers le délabrement de ces services publics, peut barbariser, voilà, le tri darwinisme social dont on a parlé, mais il faudrait penser une critique radicale de l'État et de son rapport de dérivation à l'égard de l'économie dans la modernité capitaliste. Sur une dernière nécessité, quand on voit que le virus atteint beaucoup de pays en Afrique, a atteint la bande de Gaza aussi, et beaucoup de zones du monde où il y a très très peu de moyens sanitaires. Au Mali, il y a très peu de respirateurs. Et dans d'autres pays aussi, on constate que si le virus se propage, ça va être extrêmement dramatique. Et là aussi, on a un principe presque darwiniste social. Et il faut rappeler la nécessité d'une solidarité internationaliste dans notre contexte et invalider par le fait toute approche keynésienne nationaliste, par exemple, qui voudrait tirer profit de la situation. Il ne s'agit pas simplement de sauver les Français productifs ou de sauver des nations qui seraient séparées les unes des autres, mais au contraire de montrer aussi que le révélateur aujourd'hui, c'est un tri sélectif qui s'opère aussi au niveau international et de façon vraiment barbare. Et essayer d'éviter que le virus ne se propage dans un endroit du monde, c'est aussi affirmer un principe internationaliste parce que c'est éviter qu'il se propage partout dans un cadre où l'économie globale est interconnectée. Oui, je pense que c'est une bonne manière de conclure, effectivement, de rappeler que l'inégalité face au coronavirus, c'est une inégalité évidemment qui est ancrée dans l'inégalité du capitalisme à l'échelle mondiale et que face à ces inégalités, à la fois à l'échelle mondiale et à la fois à l'échelle nationale, contre ça, il faut affirmer évidemment une solidarité communiste libertaire, internationaliste, face à la fois au darwinisme social réellement existant du capitalisme à l'ère du coronavirus, mais également face aux tentations keynésiennes qui, par le passé, ont montré leurs limites et vers lequel il s'agit surtout pas de se tourner, mais en tout cas, il s'agit pas de jouer une fois de plus, comme trop souvent le fait la gauche, l'État contre le marché, mais plutôt jouer contre ces deux acteurs qui, en réalité, sont, on le sait très bien, deux faces d'une même pièce. Et puis, je pense qu'il faut aussi critiquer évidemment une troisième approche qui a trop souvent été défendue dans les premiers temps à l'extrême gauche, qui est une forme d'individualisme validiste. C'est-à-dire que finalement, le coronavirus, ça ne nous concerne pas parce qu'on est jeune, en bonne santé, etc. Et il faut évidemment critiquer cette posture qui est en fait une forme de darwinisme social d'extrême gauche et qui va souvent de pair avec des analyses du coronavirus uniquement en termes de privation des libertés. Évidemment, il ne s'agit pas d'applaudir aux mesures de confinement ordonnées par l'État, mais simplement d'en appeler à une forme de responsabilité collective. Et que, évidemment, si dans une société post-capitaliste, on était face à ce genre de crise, même si ces crises sont en partie liées au capitalisme, hein, on renvoie là-dessus aux analyses de Robert Wallace qui ont été publiées sur le site d'Agitation Autonome. Mais disons que face à ce genre de crise, effectivement, comme tu l'as dit, il faut réagir de manière solidaire et responsable et incarner une espèce de biopolitique par le bas qui est solidaire et qui prend en considération les personnes les plus vulnérables et notamment les personnes handicapées ou les personnes immunodépressives, les personnes âgées, les personnes qui sont recluses dans des espaces très restreints comme les prisonniers
ou les prolos de manière plus générale. Pour rebondir, je suis totalement d'accord sur ce que tu dis, sur le fait de respecter une forme d'hygiène. Nous, c'est une question qui s'est posée directement dans nos réflexions antivalidistes militantes localement à Montpellier. On a fait un choix très rapidement du confinement et de ne plus nous réunir, qui était un choix antivalidiste. Et en fait, le respect de cette hygiène en fait collective n'est pas validiste, mais elle est antivalidiste parce que, comme tu l'as dit, elle tente en fait d'endiguer un mal qui touche aussi particulièrement les personnes plus fragiles. L'idée, c'est de distinguer ce respect de l'hygiène qui est autonome et qui est collectivement décidé du respect des injonctions étatiques et de l'autoritarisme d'État. C'est-à-dire si on ne sort pas de chez nous, c'est pas par crainte de l'amende ou par crainte des policiers, c'est par justement solidarité antivalidiste. Donc ne pas minimiser non plus cette crise qui peut toucher les plus vulnérables, comme l'ont fait certains idéologues récemment dans la presse. En tout cas, on te remercie vivement, Benoît. Donc, on invite tous nos auditeurs et nos auditrices à lire tes articles, et puis également à regarder ce qui est paru sur le sujet sur le site d'Agitation Autonome, notamment une synthèse très intéressante, les articles de Robert Wallace sur les origines agrocapitalistes, pas tellement du coronavirus en lui-même, mais disons de son vecteur de diffusion, au-delà de l'analyse traditionnelle en termes de c'est la mondialisation, l'urbanisation, évidemment, il s'agit d'aller au-delà de ça. Et puis là-dessus, on peut également renvoyer à l'article très intéressant de Chuang sur la situation particulièrement en Chine. Donc, merci beaucoup, Benoît, du coup, de nous avoir parlé de validisme et de darwinisme social à l'ère du coronavirus. Et donc, on fera également une deuxième émission avec toi sur le sujet du validisme, mais cette fois-ci focalisée sur la question de la psychiatrie, au-delà simplement du coronavirus, notamment à partir de l'ouvrage Psychiatric Hegemony, dont tu as fait une très intéressante note de lecture sur ton blog. Donc, merci Benoît. Au revoir. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.